Ce qu'il faut voir, et c'est un peu l'objet aussi du débat ce soir, de cette conférence, c'est qui est derrière ces gens qui arrivent au pouvoir? Qui est installé depuis les années, on ne va pas remonter concernant la France aux années 70, à Giscard d'Estaing, mais si on prend les derniers, la présidence M. Sarkozy, la présidence M. François Hollande et la présidence de M. Macron, on retrouve les mêmes financiers pratiquement. C'est-à-dire les gens qui sont proches de l'oligarchie économique et financière, les dirigeants des grandes sociétés transnationales économiques, mais aussi de la grande banque, de ce qu'on appelait avant la haute banque, et les instituts financiers. Donc, concernant le président des États-Unis, comme disait le révolutionnaire russe Lénine, c'est l'expérience qui tranchera. Mais concernant, personnellement, je n'ai pas grande illusion. L'essentiel, c'est, en ce qui nous concerne, c'est d'arriver à ramener la paix sur le continent européen. Parce que, et c'est aussi ce que je veux expliquer, quand vous partez sur les trois dernières présidences en France, vous retrouvez toujours derrière les mêmes instigateurs. Mais ça pose aussi un autre problème. Il n'y a pas que des financiers comme la Rothschild ou des associés gérants de la banque Rothschild qui vont aider M. Macron, par exemple, à accéder au pouvoir. Accéder dans un premier temps à rentrer à la banque Rothschild où il va faire un stage de formation sur les FUSAC, les fusions-acquisitions. Ensuite, aller travailler auprès de François Hollande au secrétariat général de l'Élysée, et après devenir ministre de l'économie, et ensuite le propulser comme président de la République. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues, qui sont bordées. Ces gens-là sont des gens qui sont sélectionnés par l'oligarchie financière. Alors ça se fait dans le temps, au travers d'une multitude de clubs et de réseaux, qu'on appelle des réseaux atlantistes. Si vous prenez l'affaire Alstom, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, vous vous apercevez que cette affaire, elle tourne principalement autour de 3-4 personnes qui ont toutes fréquenté les mêmes réseaux. Le président François Hollande, French American Foundation et d'autres. Emmanuel Macron, qui est alors secrétaire général adjoint à l'Élysée et au pôle économique et financier, et en même temps qui deviendra par la suite ministre de l'économie, French American Foundation. Il n'était pas un élève très assidu du reste. Et Clara Guémard, qui est à l'époque la présidente de la filiale France de General Electric. Voilà les trois personnes qui ont préparé le dossier. Elles ont préparé ce dossier avec Emmanuel Macron dès qu'il est rentré à l'Élysée, avant même d'être ministre de l'économie. Mais pour comprendre, il y a autre chose qui vient se greffer là-dessus, c'est la volonté, parce qu'il ne faut pas voir l'oligarchie comme quelque chose qui serait à part, au-dessus des États, qui manœuvrerait, qui comploterait. Non, non, tout ça, ce sont des choses qui se font dans le temps, avec une multitude de réseaux. On a affaire à l'oligarchie. Il y a deux oligarchies qui dominent, bien évidemment, sur le monde occidental. C'est l'oligarchie anglo-saxonne, principalement états-unienne, et l'oligarchie européenne, je dirais, ouest-européenne, en pensant particulièrement à la famille Rothschild. Parce que ce sont des dynasties financières. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi des changements à l'intérieur de cette oligarchie économique et financière. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui arrivent, qui sont des multimilliardaires, qui sont à la tête de sociétés, mais qui n'ont pas du tout la même culture d'entreprise, même manière de penser que peuvent l'avoir des gens de grandes dynasties financières comme les Rothschild. Et même au sein de la famille Rothschild, par exemple, il ne faut pas penser que tous les Rothschild sont d'accord avec ce qui se passe en Israël par rapport à la Palestine. Donc il y a des choses qui bougent au sein de cette oligarchie, qui se retrouvent bien sûr pour se partager le monde. C'est un véritable partage de marché qui se perd. Je veux dire, vous avez 4 oligarques qui sont à la tête de 4 grandes sociétés transnationales, principalement états-uniennes, qui contrôlent 70% du marché des céréales, par exemple, sur le monde. Donc, mais ce qui vient se greffer par-dessus tout ça, c'est la volonté des États-Unis d'imposer leurs lois au monde. Et cette volonté, elle se manifeste par une succession d'ingérences dans le temps. Et alors, c'est assez amusant du reste parce que
Je lisais l'autre jour les travaux à l'Assemblée nationale d'une députée LREM, Madame Constance Le Grip, je crois, et elle a fait. Alors elle voit des espions russes partout. Et je lisais son rapport et je me disais, c'est pas possible, cette femme-là, elle n'a pas lu le rapport qu'a commandé le Premier ministre Édouard Philippe quand il était Premier ministre et qui a commandé un rapport justement sur les questions des lois de l'extraterritorialité qui permettent aux États-Unis d'imposer leurs lois au monde, enfin au monde occidental, et de sanctionner y compris des entreprises qui se trouvent en France, qui travaillent avec des États dont les États-Unis veulent interdire le commerce. Je veux dire, ces entreprises, alors il y en a une multitude, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Alstom et d'autres, qui ont eu le malheur de travailler avec des pays que les États-Unis interdisent, sont sanctionnés. Et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est une flopée de sociétés transnationales, de grandes sociétés françaises, et il y en a d'autres, en Suisse, en Allemagne, qui ont été sanctionnées par les États-Unis simplement parce qu'ils ont eu le malheur de travailler avec l'Iran, avec Cuba, avec d'autres pays, avec lesquels Washington a décidé qu'il ne fallait pas travailler. Mais cette mentalité, et ce qui est intéressant, c'est ce que j'essaie de décrire dans Empêcher l'Europe et dans Les Destructeurs, parce qu'en réalité, cette enquête, je l'ai faite en 3 parties. Parce que pour parler de la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la France parce que je suis citoyen français, et que sans la France, l'Union européenne n'existerait plus, il faut s'intéresser aux institutions et aux hommes qui sont dans ces institutions. C'est-à-dire qui sont ces hommes, d'où viennent-ils, quelle est leur biographie, quelles études ont-ils faites, quelle est leur qualification, et puis surtout, qui les a aidés à être là où ils sont. Alors pour comprendre cette mentalité impérialiste, ça remonte, cette volonté de Washington d'imposer son hégémonie au monde, son diktat au monde, aux années 1920. C'est-à-dire que là où commence à se concrétiser l'impérialisme, c'est-à-dire au moment où les grandes banques deviennent propriétaires du capital économique, du capital industriel, des grandes entreprises. Et dès décembre 1914, nous avons au pouvoir aux États-Unis, 1914, le président Woodrow Wilson, et c'est lui qui va être à l'origine de la politique interventionniste des États-Unis à travers le monde, en disant partout où nous avons des intérêts, nous devons intervenir pour protéger nos intérêts. Par la suite, ça va devenir partout où nous sommes présents, nous devons intervenir pour imposer notre système. Décembre 1914, et ce sont des journalistes et historiens du New York Times qui décrivent très bien, avec un remarquable travail d'enquête qu'ils ont fait à l'intérieur en cherchant dans les archives, dans la documentation, le premier grand acte d'agression des États-Unis contre un peuple, ce sera en décembre 1914 contre Haïti, après le massacre de la civilisation indienne. Parce que depuis la fondation des États-Unis en 1776 jusqu'en 2024, les États-Unis ont été en guerre sans cesse à travers le monde contre tous les peuples du monde sur tous les continents, exception faite des 5 années de la Grande Dépression. Donc en décembre 1914, et là, on voit bien pourquoi je m'arrête sur décembre 1914, parce qu'on voit bien qui commande le pouvoir aux États-Unis. Ce sont les banquiers de Wall Street qui commence à émerger à l'époque, qui vont demander simplement à l'État, Woodrow Wilson, dont ils ont soutenu la campagne pour qu'il soit élu, dont ils vont lui dire il y a des tonnes d'or à Haïti qui dorment dans les caisses de la Banque nationale d'Haïti, il faut s'en emparer. Et vous allez avoir des canonnières qui vont partir au large des côtes d'Haïti, des Marines qui vont débarquer, qui vont aller à la Banque nationale d'Haïti, qui vont s'emparer toutes les caisses qui contiennent de l'or, qui vont le ramener par chariot jusqu'au rivage, ça va être chargé à bord des canonnières, et de là, ça va repartir aux États-Unis, où l'or sera stocké dans une grande banque de Wall Street. Et bien évidemment,